Ici, je vais essayer de répondre à la question pourquoi aujourd'hui, dans l'école, faut-il innover? Question très difficile, mais puisque on vient de voir cette histoire de l'innovation pédagogique, on se rend compte en 2020, et je vous prends tous à témoin de vos pratiques et moi de les miennes, que nous sommes dans une école qui est encore restée dans la société industrielle. On avait fait la comparaison d'une usine de manufacture d'armes et de la configuration de classe. Et ben, force est de constater qu'aujourd'hui, cette configuration de classe en rangée d'oignons, avec l'enseignant qui dirige, pour lesquels les élèves doivent obéir, c'est toujours un modèle qui est dominant, et pour autant, nous sommes sortis des sociétés industrielles en Europe. Et aujourd'hui, l'éducation, si elle n'a plus vocation à former des ouvriers et des soldats, elle a vocation à former une autre génération à d'autres défis que ceux du XXe siècle. Alors quels sont les défis, les nouveaux défis auxquels nous devons préparer nos élèves? Ben, ces défis, on peut en faire un inventaire à la Prévert en rappelant qu'ils vont devoir résoudre des enjeux climatiques que nous-mêmes n'arrivons pas à résoudre. Ils vont devoir aussi trouver des solutions à l'effondrement de la biodiversité qui est en cours et qui est la conséquence de la société industrielle. Ils vont devoir faire face aussi au développement croissant des inégalités de richesse et trouver une solution pour que ce creusement des inégalités s'estompe, s'arrête, se réduise. Et enfin, ils vont devoir faire face aux enjeux éthiques, à des enjeux éthiques que notre génération n'a pas à faire face. Et ces enjeux éthiques sont directement liés au développement technique et technologique. Et je vous donne à voir ce chiffre que peut-être vous connaissez, qui est aussi d'une source fiable, à savoir que 85% des métiers en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Cela veut dire qu'il nous appartient à nous de former nos élèves à la citoyenneté, mais aussi à des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et pour cela, les experts ont identifié une somme de compétences qui leur seront utiles pour pouvoir répondre aux défis de demain. Ces compétences sont les compétences du XXIe siècle. Et dans ces compétences les plus demandées dans le monde adulte d'aujourd'hui et de demain, ce sera les compétences à être créatifs qui seront le plus demandées à nos élèves quand ils seront adultes. Ce sera aussi la compétence de collaboration où on leur demandera de savoir collaborer. Et pour savoir collaborer, on leur demandera de savoir communiquer, par exemple en utilisant la communication non violente. Et seront très attendus chez cette génération leur capacité à développer un esprit critique. Ces compétences du XXIe siècle, ce sont aussi cette capacité à s'informer et à avoir accès à une information fiable. Cette capacité aussi à maîtriser la technologie et pouvoir l'instrumenter. Et enfin, des compétences dites douces que sont la flexibilité ou être capable d'être un leader. Et la question étant de savoir comment on forme au leadership. Cette capacité à avoir le sens de l'initiative, la capacité à être productif et donc organisé, ou encore cette capacité à développer facilement des interactions sociales. Alors, comment on va pouvoir accompagner ces élèves dans ces attentes et dans ces défis qu'ils devront affronter? C'est une des pistes que propose l'innovation pédagogique que de mener dans nos classes des processus d'expérimentation qui vont pouvoir nous permettre de développer les usages du numérique qui font leur apparition dans la classe seulement depuis 10 ans et qui ont vocation à bouleverser l'éducation. Et cette innovation pédagogique, on peut la définir comme un processus d'expérimentation en 5 étapes. C'est-à-dire que pour préparer nos élèves, pouvoir les accompagner dans de nouvelles manières d'apprendre, dans de nouvelles manières d'enseigner, dans de nouvelles temporalités d'apprentissage, il va falloir que nous-mêmes nous nous formions, nous enseignants. Et certains experts estiment que nous devrons consacrer jusqu'à 30% de notre temps de vie professionnelle à nous former pour rester à jour dans nos compétences et à rester à jour dans nos connaissances, parce que tout va évoluer très vite à partir de maintenant. Mais la formation ne suffira pas, il faudra aussi se documenter en ayant par exemple une veille, et une veille active sur les réseaux sociaux, de ce que nous avons essayé de vous proposer dans l'étape numéro 1. Il va nous falloir expérimenter des raisonnements théoriques, expérimenter des nouveaux outils.
Ces expérimentations pourront se faire seules ou à plusieurs. Et une fois qu'on va expérimenter quelque chose, il va falloir évaluer son expérimentation de manière à dégager des apprentissages. Et on peut très bien dégager des apprentissages sur la base de réussite, mais aussi d'erreurs. Et donc, dans un dernier temps, l'innovation pédagogique propose de partager ce que l'on a appris avec les autres en créant par exemple des événements comme la fête de l'apprendre ou en créant des temps où on va pouvoir entre enseignants partager nos erreurs et partager nos réussites d'une manière à ce que les autres ne répètent pas les erreurs qu'on a commises ou que les autres bénéficient des réussites que l'on a constatées. Et comment faire pour que cette école rentre dans un nouveau cycle d'innovation? On a vu l'enseignement mutuel, on a vu l'école nouvelle portée par Montessori, et aujourd'hui nous devons nous poser la question de comment préparer au mieux nos élèves. Et pour préparer au mieux les élèves au monde de demain, qui est aujourd'hui, il va nous falloir nous-mêmes collaborer, puisqu'on va demander aux élèves de collaborer. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous fassions ensemble des choses que nous ne pourrions faire seuls. C'est une belle définition de la collaboration. Il va nous falloir aussi passer de l'intelligence, d'une somme d'intelligence individuelle qui compose notre communauté, on est tous des experts dans nos domaines, à une intelligence qui sera collective. Et cette intelligence collective devra être déployée à l'échelle des établissements scolaires. Et puis enfin, la liste n'est pas exhaustive, il va falloir nous désapprendre des raisonnements qu'on a acquis dans l'école tels que nous l'avons connu pour réapprendre, c'est-à-dire repenser notre manière d'enseigner. Pour illustrer ce propos-là, il va falloir nous sortir de logiques de compétition dans lesquelles nous avons grandi dans nos écoles et dans nos systèmes éducatifs respectifs pour entrer dans des logiques dorénavant de collaboration pour qu'on puisse faire ensemble des choses qu'on ne peut pas faire seul. Et le décloisonnement disciplinaire aussi aura beaucoup d'importance pour que nous puissions proposer une vision holistique des savoirs aux élèves, au bénéfice de leurs apprentissages, et surtout redonner du sens à l'école, redonner du sens aux apprentissages de nos élèves pour que apprendre soit un plaisir. Et le numérique intervient ici comme un levier d'innovation pédagogique. Alors nous avons cette chance, nous, première génération de pédagogues du XXIe siècle, de constater devant nos yeux ce qui est l'équivalent de la révolution de l'imprimerie, à savoir le numérique. Et si on s'en réfère à l'invention de l'imprimerie, elle a eu pour conséquence les Lumières, ou elle a eu pour conséquence la Renaissance. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une Renaissance, quelque part. En tout cas, d'une révolution de cette portée-là. Et dans le monde éducatif, nous avons un modèle qui nous intéresse beaucoup, c'est comment faire que ce numérique soit un levier à l'innovation pédagogique, c'est-à-dire qu'il puisse nous permettre de redéfinir les tâches d'apprentissage et donc de transformer l'école. Je vous présente le modèle de Puentadura, qui date de 1995, c'est un chercheur en sciences de l'éducation, qui a mis en place le modèle SAMR, et selon lui, chaque enseignant, lorsqu'il utilise du numérique, se situe dans un usage du numérique, et selon cet usage du numérique, il va pouvoir redéfinir, transformer l'école, la manière dont on apprend, en fonction de comment il instrumente le numérique. Et selon Puentadura, il existe 4 niveaux d'utilisation du numérique dans l'enseignement. En fait, il en existe 5. Le premier étant, je n'utilise pas le numérique. Et puis, dans vos pratiques, vous pouvez observer à quel niveau vous vous situez. Et en fonction du niveau où vous vous situez, si vous contribuez à l'amélioration ou à la transformation de l'école, on pourrait dire. Le premier niveau est le niveau de substitution, c'est-à-dire que vous utilisez le numérique comme un outil de substitution sans changement fonctionnel. Alors un exemple, ça va être, vous allez utiliser un traitement de texte au lieu d'un crayon pour écrire. Pour certains, vous avez des usages plus avancés qui vont contribuer à l'augmentation, c'est-à-dire apporter des changements fonctionnels dans les tâches d'apprentissage.
Dans le cas de l'augmentation, vous allez par exemple proposer à l'élève des corrections instantanées et favoriser ainsi la rétroaction. Donc on sait que au plus le feedback que vous faites aux élèves est rapide suite à leur production, au mieux ils apprennent tout simplement. Et là, le numérique nous permet d'augmenter cette situation d'apprentissage parce qu'on va pouvoir donner un feedback plus rapide, voire quasiment immédiat. Dans un usage qui a vocation à transformer l'école, vous allez pouvoir modifier les tâches que vous donnez aux élèves grâce au numérique. Il s'agit là de la première étape qui mène vers la transformation de la salle de classe. Dans ce cas-là, les tâches scolaires ordinaires sont réalisées grâce à la technologie. Par exemple, vous allez demander à un élève d'enrichir sa production écrite par un audio afin de publier son écrit et vous allez pouvoir le partager avec d'autres. Donc ce type de tâche-là, qui est parfaitement possible avec It's Learning, va vous permettre de transformer votre espace de classe, par exemple, petit à petit, parce que vous allez donner des nouvelles tâches inédites à vos élèves. Et puis enfin, dans le modèle de Buentadura, la dernière étape étant la redéfinition, c'est-à-dire le numérique va vous permettre de donner des nouvelles tâches qui étaient impossibles auparavant. Alors, par exemple, vous allez pouvoir demander à vos élèves de produire à plusieurs mains un document collaboratif à l'aide d'un service en ligne et vous allez favoriser l'entraide et la collaboration ainsi que les interactions au sein de votre classe grâce au numérique. Ce type d'activité que vous pouvez proposer avec le numérique a vocation à transformer l'école et accompagner les élèves dans le développement des compétences du XXIe siècle qui leur permettront de répondre aux défis de leur génération. Voilà, en une dizaine de minutes, 15 minutes, une présentation du courant de l'innovation pédagogique depuis la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui et les enjeux qu'elle porte aujourd'hui. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut repenser la manière dont on apprend pour répondre aux besoins qu'auront nos élèves demain, à savoir ces fameuses compétences du XXIe siècle. Et ce changement, il doit être chez nous un changement qui est d'ordre collectif. Aujourd'hui, nous n'avons pas la carte, nous ne savons pas où il faut aller exactement, mais nous avons une boussole. Cette boussole, c'est d'explorer les nouvelles temporalités qui sont offertes par le numérique et explorer aussi les nouvelles modalités qui sont possibles grâce au numérique. Mais la condition de cette exploration, c'est de le faire ensemble et de mettre en œuvre une intelligence collective dans notre école et de pouvoir nous-mêmes développer ces compétences du XXe siècle qui sont attendues chez nos élèves, c'est-à-dire savoir collaborer entre nous, savoir communiquer entre nous, d'être empathique et de pouvoir prendre du plaisir à apprendre les uns et des autres. Et c'est au prix de cet effort, mais c'est un effort qui est quand même réjouissant, que nous allons pouvoir préparer ces générations à des défis que nous-mêmes nous n'arrivons pas à répondre. Merci de m'avoir écouté et si vous n'êtes pas d'accord, et ceci n'est pas un exposé exhaustif, il n'y a pas une rigueur scientifique suffisante, mais elle est plus un manifeste. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez évidemment le signaler. Je mettrai un petit forum dans notre espace de cours pour qu'on puisse recueillir toutes les divergences et un petit peu cartographier qui nous sommes et où nous nous situons aussi et quelles sont nos réticences et quels sont nos points de vigilance. Voilà, à bientôt.